Merci, Dr Hayouni. Merci, Sali. Vous m'avez facilité énormément la tâche. Mes remerciements s'adressent aussi au laboratoire Novartis de m'avoir associé pour faciliter un peu la procédure à suivre pour mieux prendre en charge notre malade asthmatique sévère. Tout d'abord, j'aimerais rappeler une constatation, plutôt une vérité, c'est que les grandes révolutions en médecine ont toujours suivi les progrès thérapeutiques. Et il y a quelques décennies, une des grandes révolutions était l'avènement de la corticothérapie inhalée. On espérait avec cette corticothérapie inhalée avoir un meilleur contrôle des symptômes et une réduction des exacerbations de ces malades asthmatiques. Mais malgré la large utilisation de cette corticothérapie, malgré les différentes molécules et malgré les différents dispositifs d'inhalation disponibles sur le marché, 4 asthmatiques sur 10 uniquement semblent bien contrôlés. En Tunisie, d'après une étude publiée il y a quelques années, un malade sur 10 est bien contrôlé. Les autres sont soit partiellement contrôlés, soit non contrôlés. Asthme non contrôlé, ça suppose un asthme difficile à traiter ou bien un asthme vraiment sévère résistant au traitement. Le GINA résume l'asthme non contrôlé en un asthme qui s'accompagne d'un mauvais contrôle des symptômes et ou d'exacerbations fréquentes, nécessitant plus que 2 exacerbations, nécessitant une corticothérapie par voie générale, ou bien plus qu'une exacerbation nécessitant une hospitalisation. Toujours d'après le GINA, un asthme mal contrôlé est un asthme qui suscite un traitement du palier 4 et pour les plus sévères d'entre eux, du palier 5. Heureusement, au cours de ces dernières années, une meilleure compréhension de l'asthme sévère, allant l'asthme sévère, entre parenthèses, c'est un asthme qui reste toujours un problème de santé significatif, puisqu'il est à l'origine de la majorité des soins et des coûts de soins et de santé dans la prise en charge de l'asthme. Une meilleure compréhension de ces asthmes sévères, allant du phénotype jusqu'aux endotypes, et ne cesse de progresser avec en parallèle la mise au point de nouvelles médications, de nouveaux traitements innovants qui ouvrent les perspectives à l'asthmatique d'une médecine, comme l'a dit Sali, personnalisée. Les biothérapies font partie de ces thérapeutiques innovantes. Elles s'adressent, elles sont dirigées soit à un récepteur, soit à un médiateur, et par conséquent, elles ont un mode d'action qui est différent de celui des autres traitements habituellement utilisés pour traiter la maladie asthmatique. Ces traitements sont coûteux, par conséquent, leur indication, leur prescription et leur suivi doivent être stricts et ne peuvent être administrés que pour des malades vraiment sévères qui restent mal contrôlés malgré un traitement optimal et maximal. Après un travail acharné, il faut l'avouer, après de longues discussions avec l'ACNAM, un accord a été convenu entre l'ACNAM et la SNRA pour permettre aux patients asthmatiques sévères de bénéficier d'une biothérapie efficace sur les exacerbations et les symptômes. La procédure a été bien standardisée pour simplifier les démarches de prise en charge et raccourcir les délais d'attente. Un formulaire a été mis à la disposition de tous les pneumologues praticiens. Il est téléchargeable à partir du site de la SNRA. 3 comités de RCP ont été désignés pour valider, discuter et valider ces demandes. La question qui se pose, Ali l'a bien dit, à qui vont s'adresser ces traitements, entre parenthèses, innovants, ces biothérapies, entre autres l'Oxolair, le Malizumab, et comment repérer les patients pouvant en bénéficier. La démarche, elle est bien structurée, on vient de le voir. Elle a fait l'objet d'une mise au point récente par le GINA. Nous commençons par confirmer, revérifier le diagnostic d'asthme, parce que malheureusement, sur le plan pratique, on assiste à un surdiagnostic d'asthme. 30, voire même 35% des asthmatiques, des malades déclarés asthmatiques, ne le sont pas en fait, en réalité. Et d'ailleurs, nous avons toujours appris que tout ce qui siffle n'est pas forcément de l'asthme.
Et il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent mimer, qui peuvent être des diagnostics différentiels avec la maladie asthmatique. Par conséquent, des explorations complémentaires motivées par un interrogatoire, un examen minutieux, doivent être réalisées avant de confirmer le diagnostic d'asthme et pour ne pas porter à tort le diagnostic d'asthme. D'ailleurs, dans le formulaire à remplir, vous allez trouver une partie consacrée au diagnostic différentiel et une autre pour les explorations fonctionnelles respiratoires avec les tests de réversibilité, la courbe des bivolites qu'il faut absolument téléverser en plus d'une radiographie thoracique. La deuxième étape consiste à rechercher tous les facteurs qui peuvent conduire à un mauvais contrôle de l'asthme. Et la liste est longue. Les techniques d'inhalation, les comorbidités, les facteurs environnementaux, que ce soit dans le milieu professionnel ou bien dans le milieu domestique, le tabagisme. Cette étape est très importante pour pouvoir passer dans un troisième temps à l'optimisation de la prise en charge de notre malade asthmatique. Optimisation, ça suppose une bonne observance thérapeutique, une bonne technique d'utilisation, elle doit être surveillée et doit être contrôlée à tout contrôle, lors de toutes les visites de contrôle. Les autres facteurs qui peuvent nuire à l'asthme et à l'asthmatique doivent être évités et jugulés, et surtout les comorbidités qui doivent être absolument recherchées, traitées et prises en charge convenablement. Vous savez tous que les morbidités chez le malade asthmatique, notamment le malade étiqueté asthmatique sévère, sont nombreuses. On a les comorbidités cardiovasculaires, les comorbidités en rapport avec les pathologies ORL, les sinusites chroniques, le reflux gastro-œsophagien, les comorbidités métaboliques, l'obésité, l'anxiété, la dépression. Toutes ces comorbidités doivent être soigneusement recherchées chez notre malade asthmatique et doivent être prises en charge convenablement. Et d'ailleurs, dans le formulaire à télécharger, on voit bien qu'il y a une partie réservée pour les comorbidités qu'il faut absolument chercher et prendre en charge. Une fois le traitement est optimal, avec les comorbidités qui ont été identifiées et prises en charge, on va essayer de suivre l'évolution de notre patient et par conséquent, il y a, comme l'a dit Sally, la nécessité de suivre de suivi de ces patients par le même praticien pendant des mois, 6 à 1 an au minimum. On doit évaluer par la suite les critères que nous jugeons de sévérité de notre asthmatique. Par conséquent, dans notre formulaire à télécharger, on doit prendre en considération la qualité de vie de notre patient, donc voir le score ACT, la fréquence et la gravité des exacerbations, l'éventualité d'hospitalisation, d'admission en milieu de réanimation, etc. Tout ceci doit être relevé dans votre demande de prise en charge pour le maladies. Si toutes ces étapes ont été réalisées, on peut alors conclure à un asthme non contrôlé si on est devant un asthme non contrôlé. Et un asthme non contrôlé, c'est un asthme qui s'accompagne d'un mauvais contrôle des symptômes. C'est un asthmatique qui continue à faire des exacerbations fréquentes, des exacerbations graves avec des hospitalisations, parfois même des hospitalisations en milieu de soins intensifs ou bien recours à une ventilation mécanique, ou bien ce sont des asthmatiques avec une altération de la fonction respiratoire avec un VMS inférieur à 80%. L'asthme est jugé sévère quand on est devant 3 situations. Quand on a besoin, avec nécessité donc de traitement de paliers 4 et 5 au cours de l'année précédente pour être contrôlé, c'est-à-dire utilisation de corticoïdes inhalés à forte dose avec des LABA et avec d'autres traitements, ou bien quand on a eu recours à des corticostéroïdes par voie générale, plus de 50% au cours de l'année précédente. Ou encore, quand il s'agit d'un asthme qui reste mal contrôlé, pas toutes ces thérapeutiques. Ou encore, quand on est devant un malade asthmatique avec un asthme qui est contrôlé a priori, mais qui s'aggrave dès la dégression progressive de notre corticothérapie, qu'elle soit inhalée ou par voie générale. Donc, vous voyez que sur le plan pratique, il n'est pas toujours facile de
de porter le diagnostic d'asthme et qu'il est impossible de poser rapidement le diagnostic d'asthme sévère. On a besoin d'optimiser le traitement de l'asthme et de comorbidité. On a besoin d'éduquer notre patient et on a besoin d'éliminer tous les autres facteurs qui peuvent être des facteurs de nuisance pour l'asthme et être des facteurs de mauvais contrôle de l'asthme. Une fois le diagnostic d'asthme sévère est retenu, on va le phénotyper pour distinguer les asthmes de type TH2 de ceux qui ne le sont pas. Et donc, les meilleurs marqueurs de l'inflammation de type TH2, l'éosinophilie sanguine, l'éosinophilie dans les crachats, la fraction exhalée de NO et le taux des IgE. Et d'ailleurs, tout ceci doit faire partie intégrante de votre demande. Vous devez obligatoirement rapporter le nombre, les explorations qui ont été réalisées et qui ont permis de phénotyper l'asthme. Asthme phénotypé, donc si on est bien devant un asthme sévère de type allergique, on peut proposer dans ce cas le traitement adéquat et qui est dans le cas présent le malisine. Donc, une fois l'indication y est, on va formuler notre demande, on va l'adresser à l'RCP qui va se réunir et bien sûr analyser la demande puis la valider. La demande validée, vous pouvez maintenant la déposer auprès de l'ACNA. Le traitement sera délivré et par la suite, il faut évaluer la réponse. L'évaluation de la réponse se fait habituellement au bout de 3-4 mois. Le traitement peut être poursuivi en cas d'amélioration du contrôle sur les critères GINA ou bien la CT supérieure 19, en cas de réduction de la charge en corticoïdes, de la diminution du nombre des exacerbations de moins 50%. Sinon, il faut arrêter le traitement tout simplement. D'ailleurs, dans la demande de renouvellement, il faut insister sur la première date de prescription du Xolair avec les signes pouvant témoigner de la qualité de vie et de la réussite ou non de notre patient. Donc, on doit relever les symptômes, les hospitalisations, le nombre d'exacerbations et les données de la fonction respiratoire. En plus du traitement de fond qui a été utilisé, on doit préciser les molécules et surtout les doses des traitements utilisés. Si tout va bien, bien sûr, le traitement peut être renouvelé. Habituellement, le renouvellement se fait tous les 6 mois. La durée totale prévue du traitement elle est de 3 ans. Et vous savez tous que le traitement sera administré au cours d'hospitalisation du jour. Donc, pour récapituler, l'omalizumab doit être indiqué, l'indication doit être bien étudiée. Ce sont des asthmatiques porteurs d'asthme sévère résistants au traitement de type allergique avec une hyper-IgE. Certes, avec ce traitement et de façon générale avec les biothérapies, on se dirige vers une révolution dans la prise en charge de l'asthme. Et actuellement, avec les traitements disponibles, il est possible de traiter le plus grand nombre de patients souffrant d'asthme sévère. Et d'ailleurs, la rémission de l'asthme sévère semble actuellement un objectif atteignable. De toute façon, cette prise en charge doit être bien structurée, la procédure doit être bien suivie pour ne pas poser à tort le diagnostic d'asthme sévère et pour garantir la réussite de notre prise en charge par l'omalizumab. Voilà, j'espère avoir simplifié un peu la démarche à suivre pour réussir notre prise en charge de ce malade asthmatique sévère. Merci.